Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Heureux de vous retrouver pour votre journal de 17h. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 30 mars. La Palestine célèbre l'Aïd al-Fitr sur fond de génocide. La mosquée Al-Aqsa accueille les fidèles musulmans pour une fête synonyme de douleur et de lourds sacrifices. Gaza la résiliente réunit ses forces pour célébrer la fête de l'Aïd au milieu des ruines. Les esprits sont ailleurs et les pensées vont aux martyrs. Pendant ce temps, la machine de guerre sioniste assassine 43 personnes, parmi elles des enfants sauvagement arrachés à un semblant de joie. Le peuple soudanais célèbre lui aussi la fête de l'Aïd dans un pays qui se met enfin à rêver de paix et d'unité au sortir d'un conflit armé ayant fait des milliers de victimes et de déplacés. Marcher depuis Ivry en France jusqu'à la prison de Kenitra au Maroc, c'est le projet initié par la militante sahraoui Claude Mangin. Top départ ce dimanche de la grande marche de liberté au profit des prisonniers politiques sahraouis. Enfin, niette catégorique de la part de Téhéran au sujet de la proposition du président américain de négociation directe avec Washington. L'Iran dit toutefois laisser la porte ouverte à des pourparlers indirects. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 29 jours de jeûne durant le mois de Ramadan, la fête de l'Aïd al-Fitr a été célébrée ce dimanche en Palestine. Au petit matin, des milliers de Palestiniens se sont rendus à la mosquée Al-Aqsa, à Al-Quds, pour effectuer la prière de l'Aïd, au milieu des dispositifs sécuritaires et de restrictions renforcées de la part des forces sionistes. Une célébration qui intervient dans un contexte extrêmement tendu à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, toutes deux confrontées à un génocide multidimensionnel. La prière chargée en émotions et en solennité aura été pour les fidèles musulmans à Al-Quds une occasion d'invoquer la miséricorde de Dieu face aux atrocités et aux crimes sionistes subis par les Palestiniens à Gaza depuis plus de 17 mois et vers qui tous les esprits convergeaient en cette matinée bénite et sacrée. Il s'agit du deuxième Aïd consécutif que la bande de Gaza célèbre sous les bombes sionistes. Ce matin, les Gazaouis se sont rassemblés pour prier devant ce qui reste de leur mosquée constamment pilonnée par l'armée d'occupation à l'issue de 29 jours de jeûne dont chaque journée accomplie est synonyme d'un miracle. Dès les premières lueurs de l'aube de ce dimanche, les habitants de Jabalia, à l'extrême nord de Gaza, se sont installés à côté des vestiges de la mosquée Al-Khulafa. Au fur et à mesure des minutes, de nombreuses rangées se forment. Ces Palestiniens sont réunis pour accomplir en ce premier jour de fête la prière de Eid al-Fitr. Et ce, malgré les cœurs meurtris, la menace sioniste qui plane et le paysage apocalyptique qui les entoure. Nous sommes ici pour la fête de l'Aïd. Nous sommes ici pour accomplir la prière au milieu des ruines et des bruits de canons. Mais nous avons insisté pour venir prier. Tant de personnes manquent à l'appel. Nous avons perdu beaucoup de personnes et d'êtres chers. Nous accomplissons la prière de l'Aïd en toutes circonstances, malgré les martyrs, les prisonniers et les blessés. C'est un grand jour pour nous. Même chose du côté de Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave palestinienne, où les tekbirs de l'imam, amplifiés par une sono, font régner une atmosphère de piété parmi les nombreux fidèles réunis à côté des ruines de l'ancienne mosquée de la ville. Le chagrin de la perte d'êtres chers ne les a pas empêchés d'accomplir la prière de Eid al-Fitr. C'est l'Aïd de la tristesse. Nous avons perdu nos proches, nos enfants et nos vies. Nous avons tout perdu. J'ai perdu 20 membres de ma famille, dont mes 4 neveux, il y a 3 jours. C'est le 3e Aïd que nous célébrons dans la sécurité. Il y a des massacres, des déplacements, la faim et un siège. Mais nous sortons pour accomplir notre devoir religieux et rendre heureux les enfants.
Dans le sud de Gaza, plus précisément à Khan Younis, des familles entières, tapis de prière à la main, se sont rassemblées dans la cour d'une école dévastée. Même si chargé de mauvais souvenirs, ce lieu était assez spacieux pour contenir le nombre important de fidèles venus accomplir Salat al-Eid. L'Aïd cette année est très douloureux en raison de ce que nous subissons et des êtres chers que nous avons perdus. Mais l'Aïd est une fête religieuse durant laquelle nous aspirons à rendre heureux les enfants et les femmes. J'ai beaucoup de martyrs dans ma famille, notamment mon petit-fils. Il n'y a aucune joie, aucun goût. Même quand nous prions, nous avons peur des avions. Censée être une occasion festive de réunion, de pardon et de convivialité, la fête de Eid al-Fitr est pour la deuxième année consécutive teintée de sang dans le territoire enclavé de Gaza, pris au piège d'une armée sioniste mortifère sans foi ni loi. Fête familiale par excellence, l'Aïd al-Fitr constitue pour les musulmans du monde entier une occasion de se retrouver ensemble, sauf à Gaza où le concept de famille devient plutôt un souvenir douloureux. Il est même devenu la bête noire de l'entité sioniste. Des dizaines de familles palestiniennes ont été littéralement rayées de l'état civil. Des milliers de Palestiniens pleuraient en ce jour sacré la perte d'êtres chers, à l'image de Inchirah Hanouneh qui nous confie son désarroi. En marchant entre les tombes, Inchirah pleure en se souvenant de son frère tué le 17 décembre 2024. L'Aïd de cette année est amer pour elle. Je suis venue rendre visite à mon frère le premier jour de Eid al-Fitr. C'est une fête pour les gens, mais pas pour moi. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas l'Aïd. Le souvenir de mon frère est présent dans mon cœur chaque jour. Il n'a pas quitté ma mémoire une seule seconde depuis le 17 décembre. Brisée, la mère de 6 enfants se commémore les souvenirs des fêtes de l'Aïd passé, quand son frère était en vie. Le génocide sioniste l'a privée de cette joie. J'ai le cœur brisé, je suis épuisée. Je le pleure depuis le matin, avant même l'appel à la prière. Il était le premier à me rendre visite. Les Juifs nous ont privés de nos proches. Ils ont détruit nos maisons. Nos maisons ne sont maintenant que des décombres au-dessus de nos têtes. Que faire ? Pas d'eau, ni de nourriture en quantité suffisante. Pas de famille. Nous acceptons la misère, mais elle ne nous accepte pas. Que faire ? Selon Hanouneh, cet Aïd est douloureux pour les enfants comme pour les personnes âgées, surtout avec leur lutte pour se procurer les produits de première nécessité comme la nourriture et l'eau. Je vois qu'aujourd'hui c'est l'Aïd, mais il n'y a ni enfants ni personnes âgées. Ils sont tous tristes. C'est une vie amère, il n'y a pas de vie. Assez de la guerre, les enfants ne connaissent pas un seul jour de bonheur, ils sont détruits. Nous n'avons plus d'eau, nous n'avons rien. Mon fils est diabétique et moi aussi. Nous avons manqué d'eau hier soir et nous n'avons pas trouvé une goutte d'eau à boire. Que faire ? Au moment où les musulmans du monde entier profitent de ce jour de fête avec leurs familles, les Palestiniens de Gaza pleurent leurs proches tombés en martyrs. L'Aïd al-Fitr pour eux se fête dans les cimetières et au milieu des ruines. Comment apprécier une fête dans des conditions tragiques, des décors apocalyptiques et en l'absence des proches qui ne sont plus là, assassinés par un occupant qui ne croit ni en l'humanité ni aux valeurs? Et pendant que les Gazaouis célébraient tant bien que mal la fête de l'Aïd, la machine de guerre sioniste assoiffée de sang poursuivait son entreprise génocidaire. Les funérailles ont eu lieu dimanche pour un garçon tombé en martyr quelques heures plus tôt, alors que des frappes qui ont tué au moins 19 Palestiniens à Gaza, principalement des femmes et des enfants selon les autorités sanitaires. Les corps des personnes tuées ont été transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younis. Au total, 43 personnes sont tombées en martyrs depuis l'aube. Des enfants ont été bombardés alors qu'ils célébraient l'Aïd à Choujaï et Khan Younis notamment. À noter également que 13 corps de martyrs ont été récupérés, parmi eux 7 personnes appartenant aux équipes du Croissant Rouge palestinien, 5 à la défense civile et un membre de l'UNRWA.
Dans tout notre camp, les gens passaient la nuit paisiblement. Nos enfants attendaient le matin pour écouter les takabirs de l'Aïd. Cependant, à 0h25, nous avons été choqués par des frappes aériennes ennemies contre les tentes de personnes déplacées, innocentes et pacifiques. Par la voix de son chef de file, Khalil Al-Hayya, le mouvement Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de cessez-le-feu qui lui est parvenue il y a 2 jours de la part de l'Égypte et du Qatar, principaux médiateurs dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza. Rappelons que la première phase du cessez-le-feu, entrée en vigueur le 19 janvier dernier, a été brusquement violée par l'entité sioniste le 18 mars. Il y a 2 jours, nous avons reçu une proposition des médiateurs frères d'Égypte et du Qatar. Nous l'avons accueillie favorablement et l'avons acceptée. Nous espérons que l'occupation ne fera pas obstacle à cette proposition et ne compromettra pas les efforts des médiateurs. À ceux qui parient que le Hamas et les factions de la résistance abandonneront leurs responsabilités et livreront notre peuple et nos familles à un destin inconnu, contrôlé par l'occupation selon ses désirs, nous disons franchement, vous vous trompez. Il nous est impossible d'accepter l'humiliation et la honte pour notre peuple. Il n'y aura ni déplacement ni déportation. Quant aux armes de la résistance, elles constituent une ligne rouge et sont liées à l'existence de l'occupation et à la création d'un État palestinien indépendant. Si l'occupation se poursuit, les armes resteront au service du peuple et de l'État, protégeront leurs capacités et leurs droits. La fête de l'Aïd al-Fitr s'est également invitée au Soudan ce dimanche et cette année, le pays rompt le jeûne sur l'espoir d'une paix qui viendrait mettre fin aux souffrances du peuple soudanais après plus de 2 ans d'un conflit armé dévastateur. La suite des avancées majeures de l'armée régulière à Khartoum, les fidèles musulmans se sont rassemblés un peu partout dans les mosquées du pays, comme à Omdurman, où les stigmates de la guerre sont toujours visibles. En ce dimanche 30 mars, premier jour de l'Aïd au Soudan, des musulmans se sont rassemblés dans des mosquées criblées de balles, témoignant des mois de combats violents qui ont ravagé le pays. C'est ici à Omdurman, ville marquée par des destructions massives et un conflit interne dévastateur, que ces fidèles ont prié ensemble dans l'espoir d'une paix longtemps attendue. Cet Aïd arrive en ces temps où les gens sont remplis de tristesse face à ce qui leur est arrivé, des meurtres à la destruction de leurs maisons en passant par les déplacements et les exodes massifs. Alors que les lieux portent encore les cicatrices des affrontements armés, les habitants accablés par le désespoir tentent de célébrer cette fête dans un climat de profonde incertitude. Même à Port-Soudan, refuge de milliers de personnes déplacées par la guerre, l'atmosphère est empreinte de tristesse. Les réfugiés, à cette occasion, se sont rassemblés dans ce terrain de foot. Au milieu de ce désarroi, ils se rappellent de leurs pertes et de toutes les souffrances endurées. L'année prochaine, si Dieu le veut, le Soudan sera libéré de toute rébellion et de toutes les calamités qui nous ont frappés. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant que chacun puisse rentrer chez lui. Joyeux Aïd à tous. Habituellement, un moment de joie et de rassemblement, l'Aïd se vit cette année sous l'ombre d'un conflit dévastateur, avec l'espoir fragile d'une fin imminente des hostilités qui ont contraint des millions de personnes à fuir leur foyer, cherchant refuge dans d'autres régions du pays, mais aussi au-delà des frontières. Si Dieu le veut, il nous réunira tous après ce long périple. D'abord vers Sénar, puis vers Al-Qadarif, puis de nouveau vers Khartoum et Port-Soudan. Nous espérons que Dieu nous réunira tous, qu'il nous réunira avec tous ceux qui sont absents à l'extérieur comme à l'intérieur du Soudan. Malgré les séquelles du passé et les incertitudes de l'avenir, en ce premier jour de l'Aïd, le peuple soudanais reste uni dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a exclu tout accord futur avec les forces de soutien rapide dans une déclaration diffusée hier promettant
d'écraser le groupe, je cite, s'il ne dépose pas les armes. Les atrocités commises contre notre peuple et l'amertume de ces crimes ont infligé à la population, leurs images, leur sang et leurs blessures renouvelées ne nous laissent aucune possibilité de nous réconcilier avec eux et leurs partisans. Je leur dis au nom des personnes déplacées et exilées, dont l'argent a été pillé, des populations assiégées, des mères endeuillées, des enfants orphelins et des martyrs, que nous ne pardonnerons pas, que nous ne ferons aucun compromis, que nous ne négocierons pas, et que nous ne romprons pas notre alliance avec les martyrs. Et par ailleurs, le Burhan a laissé la porte ouverte à ceux qui sont prêts à se rendre et à se repentir de la vérité, laissant entendre qu'il pourrait leur accorder une amnistie s'ils venaient à déposer les armes. Nous affirmons que les portes de la nation sont ouvertes à ceux qui portent les armes, font preuve de sagesse et recherchent la vérité. Une amnistie pour les droits du public est une solution à la situation militaire sont encore possibles. J'exhorte donc nos populations des zones contrôlées par les rebelles à s'abstenir de soutenir le projet colonial de Daglo et à protéger leurs enfants de ceux qui les mèneront à la destruction. Un Soudan uni, tant sur le plan territorial que sur celui du peuple, est un engagement historique qui ne doit pas être compromis. Et le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Hmidti, a reconnu dimanche pour la première fois que ses troupes avaient perdu Khartoum et que ses éléments s'étaient retirés de la capitale. Sans transition, actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, dans lequel il l'a félicité ainsi que le peuple algérien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, souhaitant à l'Algérie prospérité et contentement. De son côté, le chef de l'État algérien a félicité son homologue turc, souhaitant au peuple turc frère davantage de progrès et de prospérité. Les deux présidents ont également convenu de se rencontrer prochainement à l'occasion de leur présidence des travaux du Haut Conseil de coopération entre les deux pays. À la même occasion, les deux dirigeants ont souhaité une solution urgente au sort du peuple palestinien frère qui souffre des formes de génocide les plus horribles de l'histoire. C'est enfin le jour J pour la marche de la liberté initiée par la militante française de la cause sahraoui Claude Mangin, en soutien aux prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines et dont fait partie son époux Naama Asfari, condamné à 30 ans de réclusion par un tribunal militaire marocain. Top départ ce dimanche pour une marche qui partira de la ville d'Ivry pour arriver à la prison de Kenitra au Maroc en passant par l'Espagne. Plusieurs personnalités prendront part à cette grande marche qui s'étalera sur 2 mois environ avec plusieurs étapes prévues dans l'itinéraire qui mènera ces défenseurs de la liberté et des droits du peuple sahraoui vers la prison de Kenitra. Parallèlement à cet événement, le membre du bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario et ministre en charge des territoires occupés et de la diaspora de la République arabe sahraoui démocratique, Mostafa Mohamed Ali Sid al-Bashir, a annoncé samedi le lancement d'une campagne internationale en faveur de la libération des détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines, selon l'agence de presse sahraoui. Et nous restons en France où plusieurs députés français ont dénoncé le changement de carte du Maroc au niveau de la Commission des Affaires étrangères en soulignant le fait que la carte actuelle n'est pas conforme aux Nations Unies ni au droit international, fustigeant par la même occasion l'attitude de Paris vis-à-vis de son alignement sur le Maroc et son prétendu plan d'autonomie en l'absence de tout débat parlementaire et public. Je voudrais m'insurger parce que la carte qui est derrière vous a été changée. Il y a 1 mois, ce n'était pas cette carte-là qui était ici. C'était la carte conforme à l'ONU, conforme au droit international. Et la carte qui a été mise là est la carte conforme au désir du président de la République. Il y a 1 mois, si vous aviez photographié la carte, et je pourrais vous montrer la photo, le Maroc et le Sahara occidental n'étaient pas de la même couleur. Et aujourd'hui, le Maroc et le Sahara occidental ne forment qu'un pays. Quelqu'un a pris cette décision ici dans cette commission. C'est l'image
de la diplomatie parlementaire et l'image de notre commission qui est derrière vous, Monsieur le Président, et je pense qu'il ne faut pas accepter ça. C'est la séparation des pouvoirs, c'est aussi de dire les députés de la Commission des Affaires étrangères décident de respecter le droit international, n'en déplaise au Président de la République. Retour au Moyen-Orient où le président iranien a déclaré dimanche que son pays avait officiellement informé les États-Unis qu'il rejetait les négociations directes. Le président Massoud Pezeshkian a déclaré lors d'une réunion du cabinet que la réponse de l'Iran à une lettre du président Donald Trump considérée comme une tentative de relance des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran avait été remise à un contact américain à Oman. Il a toutefois ajouté que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a eu le dernier mot sur toutes les questions de l'État, a déclaré justement que les pourparlers indirects pouvaient se poursuivre. La réponse du guide suprême à la lettre de Trump a été transmise au contact américain à Oman par notre frère, le docteur Al-Akshi. Dans cette réponse, les négociations directes ont été rejetées. Mais concernant les pourparlers indirects, l'Iran a toujours été impliqué dans ce type de discussion et le guide suprême a souligné que ces pourparlers indirects pouvaient se poursuivre. Nous n'évitons pas les négociations, c'est le non-respect des promesses qui nous a posé problème jusqu'à présent. Ils doivent prouver qu'ils sont capables d'instaurer la confiance. J'espère que cela se fera. Conflit en Ukraine, la Russie a annoncé samedi que ses forces avaient contrôlé plusieurs localités, tandis que la partie ukrainienne a rapporté avoir repoussé plusieurs attaques russes. Selon les dernières mises à jour des deux pays, un communiqué publié samedi par le ministère russe de la Défense informe que les forces russes ont pris le contrôle d'une localité dans la région de Donetsk et d'une autre dans la région de Zaporijia. L'armée russe a également pris le contrôle de Veselovka dans la région de Soumy au nord-est de l'Ukraine. Selon une version ukrainienne relayée par l'agence Reuters, des drones russes ont frappé samedi un hôpital militaire, un centre commercial, des immeubles d'appartements et d'autres cibles à Kharkiv, deuxième plus grande ville de l'Ukraine. Un bilan annoncé par des responsables locaux ainsi que l'armée ukrainienne fait état de 2 morts et 25 blessés. Et en ces derniers instants du Ramadan 2025, en Algérie, direction Biskra au sud-est du pays, pour nous enquérir de l'ambiance qui prévaut sur place durant les soirées du mois sacré, en famille ou en solo. Les Biskris savoient à leur manière les derniers instants avant une rupture définitive et inéluctable du jeûne. Mohamed Wali Ben Sha'ban et El Hadi Kama sont allés à leur rencontre. À la veille de l'Aïd al-Fitr, les familles Biskri profitent des dernières soirées de Ramadan pour vivre des moments inoubliables. Après une journée de jeûne, la refraie des jardins permet aux familles de se détendre tous ensemble. Nous avons amené les enfants dans ce magnifique jardin pour prendre un peu l'air. Pour nous, le Ramadan, c'est la prière de Tarawih, les sorties en famille pour acheter les vêtements pour l'Aïd, ainsi que les préparatifs des gâteaux. Dans ces espaces verts, les familles se réunissent dans une ambiance de bien-être. Les petits-enfants profitent des aires de jeu pour s'amuser. La première des choses, je vous dis Sahaf Torkoum et Ramadan Moubarak. À Biskra, comme tous les Algériens, on sort le soir en famille, on achète des vêtements pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus au jardin pour faire plaisir aux enfants. C'est comme ça, comme tous les Algériens. Les allées du marché sont pleines de monde. Les étals regorgent de tissus colorés, de vêtements élégants et de jolis accessoires. Au souk, la foule se presse pour préparer la fête. Durant les 15 derniers jours du Ramadan, une ambiance particulière s'installe à Biskra. Les femmes préparent des gâteaux tandis que d'autres achètent des vêtements pour les enfants.
Cette année, un grand mouvement a marqué la ville. Ramadan Moubarak et Saha Eid Kom à tous. Les voix se mélangent et les échanges avec les commerçants sont empreints d'une certaine convivialité, chacun essayant de négocier un bon prix. Nous sommes très heureux à l'approche de l'Aïd. Nous vendons des vêtements pour tout le monde et Inch'Allah, tout le monde sera heureux pour l'Aïd. Je souhaite à tous les Algériens une très bonne fête. Une ambiance ramadanesque remarquable ici au marché. Croyez-moi, c'est une ambiance impeccable. Pour l'Aïd, nous proposons divers articles pour les vêtements des enfants. À cette occasion, je dis à tous les Algériens Saha Eid Kom et que chaque année, nous le célébrons dans la paix et la bonne santé. Le marché des vêtements à l'aube de l'Aïd est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un vrai lieu de partage et de convivialité où les familles se retrouvent pour préparer ensemble les célébrations dans une ambiance chaleureuse. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'échiquier international présenté par Karim Bouaziz. Quant à moi, je vous retrouve dès demain.